Catherine Ney qui reste avec nous de parler à l'instant du candidat Roussel qui met la question alimentaire sur la table et d'où l'on se rend compte que cette question alimentaire c'est quand même lourdement politisé. On se pose cette question ce matin dans Europe 1 2022. À gauche, la lutte des classes est-elle en train d'être supplantée par la lutte des modes de vie? On voit qu'il y a une véritable fracture sur ce sujet entre une frange de gauche, on va dire culturellement conservatrice sur le plan culinaire et un pôle écologiste qui préfère le quinoa et le couscous pour ce qu'il symbolise comme ouverture à la diversité. Ça a l'air anecdotique ces questions-là, mais ça ne l'est absolument pas. Je vous propose d'en parler ce matin avec Philippe Val qui est revenu avec nous. Rebonjour Philippe. Rebonjour Dimitri. Catherine donc qui est toujours avec nous et Rachel Kahn que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Rachel. Bonjour Dimitri. Je vous présente aux auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes comédienne, vous êtes juriste, vous êtes auteur. Vous avez publié l'an dernier Racé. Alors ce livre, un petit mot rapidement sur ce livre parce que c'est un glossaire qui est bien utile en ces temps de fracture identitaire de la société. Vous y passez en revue la définition et le sens politique que portent des mots comme racisé, intersectionnalité, mais aussi vivre ensemble. Quel était le propos de ce livre, Rachel Kahn? Le propos de ce livre, c'était de revenir à nos fondamentaux et puis de dire qu'il y a ces mots, ces nouveaux mots qui viennent en partie des États-Unis et qui racontent absolument n'importe quoi de nous, de notre humanisme, de notre universalisme, de notre République. Soit ce sont des mots qui nous séparent, qui cristallisent de la haine, qui cristallisent une forme de vengeance, et puis des mots qui vont nulle part, comme vivre ensemble ou diversité. Moi, c'est à 35 ans qu'on m'a dit, toi, tu appartiens à la diversité, ce qui est à peu près ridicule, puisque la diversité, c'est très précisément le fait qu'on soit tous ensemble. Cette assignation à résidence identitaire, et puis tout voir à l'aune de la race. Oui, et puis cette obligation, à un moment donné, moi je ne pouvais plus respirer, cette obligation de penser en fonction de votre couleur de peau, d'écrire en fonction de votre couleur de peau. Je pense que c'est pas ça un citoyen éclairé. Alors ça, c'est symbolique aussi de ce qui se passe actuellement à gauche, des débats qui ont provoqué ce sentiment d'exclusion, cette exclusion, cette mise au banc. Philippe Val, de la gauche dont vous avez fait partie pendant des années et qui, semble-t-il, ne veut plus de vous. C'est ce que vous nous racontiez tout à l'heure, il y a une heure. Je voudrais vous faire rebondir sur ce que disait Catherine Ney à l'instant du candidat Roussel, qui serait en fait le candidat naturel de la gauche, de ce que devrait être la gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, c'est étonnant d'ailleurs, parce qu'on n'attendait pas ça d'un candidat du Parti communiste, mais la vérité, c'est qu'il est normal. Et qu'on a besoin, enfin normal, pas au sens où Hollande le disait, mais au sens où il a une espèce de logique non idéologique, il s'intéresse au réel. Et comme vous disiez tout à l'heure, la lutte des classes a-t-elle été remplacée par la lutte des modes de vie? Je pense que c'est une question extrêmement grave, parce que, à la limite, la lutte des classes, on s'intéressait à ce que font les gens. Alors on pouvait s'opposer sur ce qu'ils faisaient. Tandis que la lutte des modes de vie, on s'intéresse à ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont ne regarde personne. Ça ne regarde pas la politique. Ce que sont les gens, on ne peut pas le juger. Ils sont libres, on est en démocratie, on peut être justement extrêmement divers. Et s'occuper de la façon dont ils mangent, dont ils baissent, dont ils se parlent, ça ne regarde que. La politique n'a pas à le juger. Et là, tout d'un coup, je pense que c'est une gauche qui a une tendance, qui n'a pas tiré les leçons du drame totalitaire du XXe siècle. Ouais. Alors, je veux préciser que cette formule, la lutte des classes remplacée par la lutte des modes de vie, je l'ai empruntée. Elle n'est pas de moi. C'est Jean-Laurent Casely, co-auteur avec Jérôme Fourquet de ce livre, La France sous nos yeux. Oui. Voilà, qui nous montre aussi qu'effectivement, il y a ces fractures culturelles en France. Rachel Kahn. Et alors, cette polémique, Roussel, vous a-t-elle surprise? Est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Malheureusement, après les 2 ans qu'on vient de passer, où justement les gens un peu comme nous, avec Philippe Val, se sont fait exclure du bistrot, malheureusement, j'attendais ça, parce qu'effectivement, pour moi, Fabien Roussel est un candidat qui revendique finalement nos fondamentaux, ce patrimoine gourmand, ce patrimoine banalement pour nous français, en plus ça s'inscrit quand même aussi dans le patrimoine communiste, le pain, le fromage. Moi qui allais très souvent à Avignon, le vin, un peu à la Jean Villard, quoi. Donc c'est pas surprenant, mais c'est assez pénible, puisque
que ce sont des personnes, en fait, ces nouvelles tendances, qui ont toujours les mêmes arguments. En fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui pense librement et qui revient aux fondamentaux, et ben c'est critiquable, c'est toujours raciste, c'est toujours une volonté de délégitimer la personne. Mais la vraie question, Catherine. Oui, d'ailleurs, je voudrais ajouter un souvenir personnel. Vous voyez, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais du temps où le Parti communiste avait encore grand pignon sur rue, tous les ans, ils invitaient les journalistes à une sorte de banquet. Et alors, ils louaient un grand restaurant. Et alors, franchement, il y avait des plats canailles et du vin qui coulait à flot. On parlait, on chantait, on sortait à 5h de l'après-midi un peu... Vous voyez, il fallait regarder le trottoir pour tenir droit. Mais il y avait ce goût de la France, ce goût du terroir que n'avait aucun parti. Oui. Hein, voilà. Exactement. Ah bon, Quand aucun non, je veux dire, au RPR ou chez les UNR, quand il y avait des journées parlementaires, c'est vrai qu'il y avait des plateaux, des repas qui étaient faits avec la France. C'était là où la réunion avait lieu. C'était le goût du terroir. Oui. Mais par exemple, la campagne de Mitterrand, je me souviens, on donnait des plateaux en plastique avec des trucs en plastique, avec, vous voyez, des machins. Austère, C'était très austère, vous voyez. Donc ça a commencé là aussi, la différence où on traite plus les gens, on ne sait pas les regarder. Et c'est pour ça que je trouve très important ce qu'a dit Roussel. Et moi, je dirais que même sa candidature, ça fait 14 ans qu'il n'avait pas eu de candidat. Et la dernière fois, Marie-Georges Buffet, elle a fait 1,93%. Donc, vous voyez, c'est pas encourageant. Mais là, il s'est présenté parce que depuis deux présidentielles, il soutenait Mélenchon, qui avait besoin d'eux pour les parrainages. Et il y a 5 ans, Mélenchon, il a eu 800 parrainages, mais sur ces 800, il y en avait 400 qui venaient des élus communistes. Et bien, on lui a dit, mon vieux, toi, maintenant, c'est fini. D'abord parce qu'il les méprisait. Il avait dit au prédécesseur de Fabien Roussel que le Parti communiste, c'était vous êtes la mort et le néant. Vous voyez, ça met de la convivialité dans les rapports. Donc Mélenchon out et donc il se présente. Après, je ne sais pas si, mais je ne sais pas si Marie-Georges Buffet, avec son nom, aurait été acceptée aujourd'hui. Ah, mais ça, c'est vrai, ouais. Ah, bien vu. C'est drôle. En fait, le fond de la polémique, Philippe, si on regarde, c'est que Fabien Roussel, il dit quelque chose, il dit le bon, le beau, tout le monde doit y avoir accès. Et là où il est attaqué, en fait, notamment par les écologistes, par une partie d'entre eux, Sandrine Rousseau en tête, c'est dire oui, mais attendez. Le bon et le beau, là, on n'est pas tout à fait d'accord sur la définition. Oui, ils ne sont pas d'accord sur la définition du bon ou du beau. Pourquoi ? Parce que la gauche de Sandrine Rousseau a une définition du beau et du bon qui n'est pas ni esthétique ni gustative, mais purement morale. C'est-à-dire, c'est tout. Ce n'est que de la morale. Donc, il y a une règle, si vous voulez, ce sont comme les mystiques, il y a un paradigme surnaturel à partir duquel on doit juger la réalité. Ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche. Mais normalement, c'est un vieux truc très à droite. Ouais. Mais la gauche, cette gauche-là, se l'est réappropriée. Ouais. Voilà. Alors, c'est très intéressant aussi cette polémique, c'est que elle met le doigt sur la question identitaire aujourd'hui en France, parce qu'on ne va pas se le cacher. Ces sujets-là travaillent également la droite, et on avait traditionnellement cette opposition gauche-droite entre une droite qui préoccupée de plus en plus, on le voit dans la campagne, par la question du grand remplacement, sous-entendu la diversité ethnique, l'immigration, tout ça va très mal finir. Et en face de cela, la gauche, Sandrine Rousseau, pardonnez-moi de la résumer comme cela, mais qui dit, au contraire, cette diversité, accueillons-la à bras ouverts, le changement démographique est irréversible, nous sommes déjà multi-ethniques, c'est pour cela qu'il faut célébrer le couscous comme plat préféré des Français. Rachel Kahn. Nous sommes un peuple politique. Nous ne sommes pas un peuple ethnique, nous ne sommes pas un peuple religieux, nous réunissons et nous faisons peuple parce que nous sommes autour d'un socle commun, liberté, égalité, fraternité, laïcité, notre République. Ça c'est très français, hein. Oui, c'est le dogme assimilationniste, et il n'est pas bien compris dans le monde entier. C'est pas le dogme assimilationniste, c'est notre constitution, c'est notre loi fondamentale, c'est notre texte le plus sacré dans notre République. Et le fait, en fait, aujourd'hui qu'on puisse dire que notre loi fondamentale, c'est un truc de facho, c'est quand même assez dingue. Ouais. c'est ça. Voilà. Exactement. On ne se rend pas compte à quel point on laisse dire des choses sans relever, mais c'est de la folie. Rachel a parfaitement raison, c'est énorme ça. Et puis par ailleurs, sur la polémique, effectivement, sur l'esthétique, je vous rejoins parfaitement, c'est-à-dire, et notamment le soutien à la culture, le soutien des artistes. Aujourd'hui, pour la gauche, être amateur ou réellement artiste, c'est la même chose. On crée des trucs moches. Tout se vaut. Voilà, exactement. Que l'on soit paysagiste ou qu'on plante nos propres fleurs, c'est la même chose. Non, c'est pas vrai. Bon. Et puis, il y a un enjeu quand même en France fondamental, c'est des gens qui aujourd'hui ne mangent pas à leur faim.
Et donc, lorsque Fabien Roussel dit il faut que tout le monde puisse avoir accès au bon et au beau, c'est aussi en sous-texte rappeler que il y a des personnes aujourd'hui qui font la queue dans des banques alimentaires. Oui. Il y a 15% des Français qui vivent avec moins de 1000 euros. Donc on par s'en mois. fout là du couscous, je sais pas quoi. Hein. Donc, voilà. Et puis la double peine, c'est que le Covid s'attaque en priorité à des gens qui justement sont victimes de la malbouffe parce qu'ils sont obèses, ils ont des maladies cardiovasculaires parce qu'ils mangent tous ces produits low cost, ultra, comment on dit, enfin tous ces saloperies qu'on achète pas cher. Quoi. Transformés, etc. Voilà, transformés, je cherchais le mot. Mais mais est-ce que vous pensez, alors Catherine, avec votre expérience politique, on lui donne 2% à Fabien Roussel? Pour l'instant dans les sondages, mais il n'était pas connu. Vous voyez, les communistes, ils avaient disparu des radars, des écrans radars. Et là, tout d'un coup, il arrive, on l'écoute parce qu'il est plaisant à écouter, parce qu'il parle avec pas mal de ductilité, de facilité. Alors, on ne disait pas un intellectuel, mais il se débrouille très très bien, vous voyez. Et puis, il a un parler agréable. Ouais. Je voudrais qu'on parle d'un autre sujet, si vous le voulez bien. Je voudrais qu'on parle de l'école qui s'est fortement mobilisée hier, alors pour les questions de protocole sanitaire, mais on sent que c'est aussi un enjeu de fond de la campagne avec des propositions fortes qui émanent plutôt de la droite, il faut bien le dire. Valérie Pécresse, Éric Zemmour proposant des choses assez similaires. Et alors, les mots sont importants. Toujours les mots sont importants, Philippe Val. Quand vous voyez le candidat Zemmour, mais aussi Valérie Pécresse, proposer de rebaptiser le ministère de l'Éducation nationale en ce qu'il fut longtemps, jusqu'aux années 30, ministère de l'Instruction publique. On se pose la question, l'école, elle doit servir à quoi? À instruire ou éduquer? Quelle est la différence entre les deux? Moi, je pense que un de nos drames, c'est que précisément, on a fait une différence entre instruire et éduquer. On a trop fait de différence entre instruire et éduquer. Moi, je pense qu'il n'y a pas de différence tellement. Il faut pas, c'est indissociable. Ou alors, quelqu'un qui est très instruit mais pas éduqué, c'est quelqu'un de très dangereux et de très antipathique souvent. L'éducation et l'instruction, ça va de pair normalement. Et la querelle de mots, elle est symbolique parce qu'on veut revenir ça veut dire être réactionnaire, revenir à une chose du passé qui était mieux, qui était meilleure, etc. Moi, je pense pas que en remettant l'instruction publique de 1920 aujourd'hui, on arrangera les choses. Le monde a tellement changé. Et bien sûr, il faut organiser l'école autrement. Peut-être qu'on a fait une très grave erreur. C'est que le civisme, apprendre l'histoire de nos libertés et de nos institutions démocratiques, on ne l'a pas fait. C'est pour ça que les gens se conduisent souvent mal. Mais vous savez, on a raillé pendant longtemps le fait qu'à l'école, en histoire, on dise nos ancêtres les Gaulois. Non. Oui, bien sûr. Mais moi, je pense moi, j'ai entendu Rachel Kahn, elle dit en fait, tout le monde devrait dire nos ancêtres les Gaulois si on se revendique français. Non, mais bien sûr. À partir du moment où on adhère à quelque chose, c'est nos ancêtres les Gaulois. Et quand on aime beaucoup la littérature, un Français, il a Shakespeare dans ses gènes aussi. Donc, on s'approprie. Mais ce que je veux dire que notre éducation civique, notre culture, notre éducation, on a oublié de la faire parce que pendant les 25 ou 40 années, disons, qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, c'est la mémoire de l'histoire qui s'est chargée d'éduquer les gens démocratiquement. C'est la mémoire naturelle. Mais maintenant, c'est fini. Et on a négligé complètement cette éducation-là. Cette éducation à la démocratie, au civisme, qu'est-ce que veulent dire nos institutions, qu'est-ce que veulent dire nos libertés. Et ça, c'est très grave. Rien n'a relayé l'éloignement de la guerre. Donc les gens ne savent plus à quoi correspondent leur liberté, les enjeux politiques, ils s'en foutent, la génération qui vient, parce qu'ils ne sont pas éduqués à ça. Ça, c'est plus important que changer les mots instruction ou éducation. Oui, enfin, je trouve que si on veut être éduqué à tout ça, on parle Philippe Val, faut-il que tous ceux qui sortent de l'école sachent bien lire, bien écrire, comprennent un texte. Or, on s'aperçoit que, vous savez, le service militaire... Mais ça continue. 40% qui arrivent à 15 ans ne savent toujours pas lire et écrire et comprendre ce qu'on leur ment. C'était la feuille de route de Jean-Michel Blanquer il y a 5 ans. Oui, mais vous savez, pour bouger tout ça, faut du... Et moi, je vais vous dire, il y a 2 ministres que je plains, c'est Blanquer et puis finalement Véran. Parce qu'avec le Covid, qu'est-ce qui se tape alors? Mais alors, quand on voit Rachel Kahn, par exemple, des propositions, celle d'Éric Zemmour, prenons le retour de la blouse, par exemple, qu'il érige en symbole... Ça me donne le blues. Oui, mais quand il dit c'est un symbole d'égalité sociale et de ce que l'école doit être, un sanctuaire par rapport à l'extérieur, sanctuariser l'école, ce qu'elle est censée être. Non, mais l'école, effectivement, moi je partage complètement vos propos, en fait. L'école, c'est quelque chose, effectivement, de sacré, l'école républicaine, et qu'effectivement, cette bataille, alors blues, pas blues, ça
on sent bien que ça pointe du doigt, ça pointe du doigt les questions du voile, etc. Mais sur des inégalités sociales aussi, Rachel Kahn. C'est Nike contre Puma. Mais en fait, c'est un peu facile, je trouve, parce que ce sont effectivement des vieux débats, et moi je partage les propos qui ont été dits, parce que il y a jamais assez d'adultes autour d'un enfant aujourd'hui. Aujourd'hui, l'enfant, il y a l'école, mais il faut que l'école soit assez solide, parce qu'ensuite il y a les réseaux sociaux, ensuite il y a les clubs de sport, ensuite il y a les clubs de théâtre, de culture, etc. Et l'idée, c'est quand même de faire des citoyens éclairés. Après la guerre, l'Allemagne l'a fait. Leur système éducatif, alors je ne sais pas si c'est éducatif ou instructif, l'a fait avec un rappel permanent de leurs humanités, de ce que doit être l'humanité, la liberté. Ils en avaient besoin. Ils en avaient extrêmement besoin, mais nous, on l'a oublié. Oui. On l'a oublié. Et en fait, je reviens sur cette question d'éducation et d'instruction par rapport à ce que pouvait dire Romain Gary. Romain Gary se disait démocrate, et que la démocratie avait pour objectif que chaque homme accède à la noblesse.